Ok, nous continuons donc notre description de l'histoire de la médecine. Après avoir vu ce que faisait l'homme préhistorique, le chamanisme, puis les civilisations chinoises, indiennes et grecques, on peut se demander comment on en est arrivé à la médecine qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée que on va soigner non pas un patient, mais des morceaux de patients, c'est-à-dire des petits bouts. Et pour ça, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé après que Hippocrate de Cos ait utilisé la théorie des 4 éléments d'Empédocle. Je vous rappelle que pour les Grecs, l'éther est un élément caché, contrairement aux Indiens ou aux Chinois. L'éther, on ne doit pas en parler, seuls les initiés sont aptes à parler de cet élément. Pour ce qui concerne les choses de la vie terrestre, matérielle, on ne considère que 4 éléments. Et dans le cadre d'Hippocrate de Cos, ces 4 éléments, il va les transformer en humeurs. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ces humeurs sont le sang, le flegme, la colère et la trabie. Alors, ce qui va se passer, c'est que on a un problème dans la médecine grecque, c'est qu'on comprend mal la manière dont le sang circule dans le corps. Et c'est Galien de Pergame qui, au début juste après le 1er siècle de notre ère, on a des jeux de cirque. Ces jeux de cirque, on fait combattre des gladiateurs pour divertir le peuple. Et ces gladiateurs, comme ils se battent avec des objets tranchants, on va s'apercevoir qu'il y a du sang dans les artères. Et va se poser la question de savoir d'où vient ce sang. Est-ce qu'il vient parce qu'il coule? Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Et il va y avoir, simultanément à ces questions qu'on se pose sur l'anatomie d'un corps, qui sont typiques d'une curiosité scientifique, il va y avoir un mouvement qui va se développer dans la Rome décadente, qui est ce qu'on appelle le néo-platonisme. C'est-à-dire, on va reprendre les idées de Platon, comme quoi le monde est une illusion, qu'on est dans une caverne et qu'on ne voit que des ombres. La réalité, c'est pas ce qu'on voit sur l'écran que projette la lanterne qu'il y a derrière nous, mais c'est bien des êtres qui sont en arrière-plan et qui ne projettent que des ombres sur un écran grâce à une lanterne. Et ceci veut dire que si on veut accéder à la réalité suprême, ce n'est pas en regardant la matière, mais en regardant ce qui est derrière la matière, ce qui est invisible en fait. Et donc toute la philosophie gréco-romaine va s'orienter vers ce que j'appelle un plotinisme soporifique, c'est-à-dire qu'on va valoriser de façon extrême les valeurs, comme le nous, la sophia, toutes ces valeurs immatérielles vont devenir la quête suprême, et les choses matérielles, c'est-à-dire la techné, la manière dont on fait les choses, l'art, tout ça va être perçu comme une activité subalterne qui n'est pas de grand intérêt. Donc en particulier l'art médical va se trouver stoppé net par cette philosophie de la contemplation divine de l'unité divine derrière les choses, ce qui fait que va se surimposer sur cette philosophie gréco-romaine un autre interdit, c'est l'interdiction de disséquer les cadavres. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne va commencer à s'imposer dans l'Empire romain, alors qu'avant c'était le paganisme et les religions païennes qui dominaient, les dieux. Là, la religion chrétienne s'imposant, le corps humain va être considéré comme une création de Dieu. Et à ce titre, interdiction d'y toucher. Alors vous imaginez un médecin qui veut comprendre comment fonctionne le corps humain mais qui n'a pas le droit de faire de dissection, c'est compliqué. Par contre, il a le droit d'explorer l'âme des gens vivants, de se poser toutes ces questions métaphysiques. C'est l'époque où on se demande combien d'anges peuvent tenir sur une tête d'épingle. Enfin bon, on passe sur des sujets vraiment très, très éloignés de la réalité matérielle. Et donc la science en Occident s'endort. Elle s'endort dans une philosophie qui vise à contempler l'unité inaccessible, ce qui fait que toute la partie médicale va migrer
la recherche scientifique médicale va migrer vers les pays du Moyen-Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie. Et ça va se passer, disons, après la chute de l'Empire romain. Les Arabes vont pouvoir commencer à faire valoir leur civilisation, qui est une civilisation très raffinée. Et chez les Arabes, il n'y a pas de problème de religion au sens divinité du corps. On peut disséquer tout à fait les corps humains, les cadavres. Donc, évidemment, on va faire des progrès considérables. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé de quitter le monde grec pour passer donc au Moyen-Orient. Et là, il y a 3 figures qui se dégagent. Tout d'abord, la figure d'Al-Razi, qu'on appelle, nous, en Occident, Rhazès, qui, lui, va établir ce qu'on appelle le diagnostic médical. C'est-à-dire que Rhazès a l'idée qu'on va recevoir le malade et il va falloir faire un bilan très sérieux pour faire un diagnostic médical qui va ensuite conduire à des actions thérapeutiques. Et cette idée du diagnostic médical, qui date donc du 9e siècle après Jésus-Christ, est toujours employée aujourd'hui dans nos cabinets de médecine. On pose des questions aux malades et puis on essaye de cerner la maladie. Donc ça, on le doit à Rhazès, qui va écrire des traités médicaux et mettre en place cette procédure d'interrogation du malade pour savoir exactement quel est le meilleur traitement qu'on peut lui appliquer. Un petit peu plus tard, on va trouver la figure de Ibn Sina, que nous, en Occident, on appelle Avicenne. Avicenne, lui, ne va pas tellement s'intéresser au diagnostic comme le faisait Rhazès, mais il va s'intéresser plutôt à la pharmacologie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut prescrire un remède. Très souvent, c'est un remède à base de plantes ou de poudre, enfin bref, la pharmacopée de l'époque. Et Avicenne va introduire une notion cruciale qui est toujours employée aujourd'hui, qui est la posologie. C'est-à-dire qu'il faut employer les remèdes avec une certaine posologie. Si vous ne mettez pas assez de remèdes, ça ne marche pas. Si vous mettez trop de remèdes, vous tuez votre patient. Donc il va falloir trouver un juste milieu. D'où une approche scientifique qui consiste à peser les choses pour savoir quelle dose administrer. Cette notion de posologie est donc la grande contribution d'Avicenne à la médecine. Et puis après, on va trouver donc la figure de Ibn al-Nafis, qui lui, de façon assez paradoxale, n'a pas eu son nom latinisé. On a gardé le nom arabe pour une raison très simple, c'est que autant Rhazès et Avicenne étaient considérés comme des scientifiques, mais on les laissait travailler tranquilles, à partir du XIe siècle, il va y avoir ce qu'on appelle l'Occident va s'affronter à l'Orient, et donc la puissance musulmane va être perçue comme une menace plutôt que comme des gens avec qui on peut discuter. Et c'est pour ça qu'on va arrêter de latiniser les noms arabes. Donc là, on garde les noms arabes, Ibn al-Nafis. Et ici, c'est les grands progrès de la dissection des cadavres ou des personnes qui sont mortes de mort violente, qui va permettre de comprendre, par exemple, comment circule le sang dans les artères, il passe par les poumons. Toute la petite circulation pulmonaire va être étudiée par Ibn al-Nafis, qui va faire des traités. Et comme on est en guerre avec cette civilisation musulmane, les contributions vont avoir du mal à diffuser. L'événement qui va vraiment mettre les Occidentaux devant le pied du mur, c'est les croisades. C'est-à-dire que, pour des raisons religieuses, et non pas médicales ou scientifiques, on estime que le tombeau du Christ est occupé par une civilisation musulmane qui n'est pas compatible avec la civilisation chrétienne, donc il faut aller combattre les incroyants pour récupérer le tombeau du Christ. Et à l'occasion de ces combats, on découvre évidemment toute la science médicale de l'Orient, et on s'aperçoit de la pauvreté de la science médicale occidentale. Donc il y a quand même des personnes qui vont réagir à ça, en disant c'est pas normal que les Arabes, qui sont soi-disant des incroyants, des mécréants, soient plus évolués que nous, en Occident. Donc on va apprendre ce qu'ils disent, d'autant plus que ça tombe bien, parce que les Arabes, en fait, n'ont fait que conserver l'héritage gréco-romain. Ils l'ont amélioré, mais ils n'ont pas renié toute la tradition gréco-romaine. Et donc, on va redécouvrir les travaux d'Hippocrate à travers les contributions musulmanes. Donc ça va aussi permettre de soigner les terribles blessures sur les champs de bataille que provoquent les croisades. Et, comme on le sait,
quand on est blessé, il y a beaucoup de sang qui coule, donc tout va se cristalliser autour de la circulation sanguine, c'est-à-dire élucider la manière dont le sang circule dans le corps humain. Donc là, évidemment, on va bénéficier de toute l'expérience de Ibn al-Nafis, et ça va être aussi l'époque où on va ouvrir les premières universités. Donc les premières universités vont naître, qui vont essayer de, toujours sous contrôle religieux, bien sûr, mais elles vont essayer de développer la médecine de manière plus scientifique que simplement en faisant appel aux théories d'Hippocrate ou d'Aristote. Alors, c'est toujours très compliqué pour l'Occident parce qu'on n'a toujours pas le droit de disséquer les cadavres. Donc on est obligé de prendre ce que les Arabes et les musulmans nous ont appris sur la manière dont l'anatomie était faite, et puis la peur, enfin, l'interdiction de toucher au corps humain va si loin qu'il n'y a pas de chirurgien. C'est-à-dire que s'il faut opérer, il y a des fois où il faut opérer des plaies, les moines qui sont chargés de la recherche scientifique médicale ne vont pas évidemment opérer. Ils n'ont pas le droit, parce que c'est le corps humain, c'est divin. Donc on va avoir une profession qui est le barbier, qui lui rase déjà les barbes. On s'est dit, après tout, si le barbier peut bien raser les barbes, il peut aussi faire les opérations courantes. Donc le barbier va s'improviser chirurgien, et la médecine, l'herboristerie, les soins médicaux seront plutôt pratiqués par des religieux. Donc là, on va voir tout de suite apparaître des écoles de médecine, d'abord en Italie. C'est là que va renaître la médecine occidentale. Et puis ensuite, en France, il y aura deux facultés qui vont s'illustrer. La faculté de Montpellier, qui va être très pragmatique, prôner la dissection, l'anatomie, la physiologie, et la faculté de médecine de Paris, qui, elle, au contraire, est sous contrôle religieux strict et qui va préconiser la médecine, mais vue sous l'angle de la religion. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toute cette histoire, on les raconter dans de multiples ouvrages. Là, ce qui va cristalliser un petit peu, permettre de sortir du Moyen-Âge, disons, c'est d'une part que l'Église va enfin autoriser à faire des dissections, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin pratiquer les dissections à Montpellier, par exemple. On va commencer à ouvrir, on va vérifier ce qu'avaient trouvé les Arabes et les musulmans, puis on va évidemment aller beaucoup plus loin. Et surtout, on va comprendre, donc, grâce à la contribution de William Harvey, qu'il y a ce qu'on appelle une circulation sanguine, et que les artères et les veines sont un système complémentaire qui permettent au sang de circuler, que le sang amène de l'oxygène aux cellules, et donc on peut vraiment, à partir de là, commencer à discuter de façon scientifique de la manière dont fonctionne un être humain. Il va rester un obstacle majeur, c'est que on est obligé de contempler le corps humain avec nos yeux qui ont un pouvoir de résolution relativement faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir des petits détails. On est obligé de regarder le corps dans son ensemble, et il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il y a un instrument qui va être inventé par un ensemble de scientifiques. Ça va commencer avec Robert Hooke en Angleterre, mais surtout c'est les contributions de Anthony van Leeuwenhoek, où on va découvrir ce qu'on appelle le monde microscopique. C'est-à-dire en mettant deux lentilles de verre dans un tube. Galilée avait fait ça pour observer le cosmos, pour voir les planètes, les satellites de Jupiter. Ce que va faire Leeuwenhoek, c'est qu'on va inverser les lentilles pour non pas regarder le macrocosme, mais regarder ce qui se passe à très petite échelle. On peut grossir la matière, et quand on grossit la matière, on voit apparaître d'abord des organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ils sont trop petits, mais par contre au microscope il est facile de les voir. Donc on voit qu'il y a des animalcules, des petits trucs qui bougent dans de l'eau, ça bouge dans tous les sens. On voit que ça bouge aussi dans le sang, on voit que ça bouge de partout. On découvre donc le monde microscopique grâce au microscope. Et surtout, on s'aperçoit que le monde microscopique n'est pas uniforme, il est structuré suivant des cellules. C'est-à-dire qu'il y a des compartimentalisations. Chaque être vivant semble être fait de petits compartiments qui se répètent en très grand nombre pour créer l'organe, le tissu. Donc ça va évidemment être une révolution dans la conception de ce qu'est le corps humain. Au lieu de le voir comme une unité qu'on doit étudier de l'extérieur, on va le regarder de l'intérieur dans ce qu'il a de plus intime, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard la cellule. Donc voilà, ça c'est le terreau sur lequel va pousser
la médecine scientifique moderne, c'est-à-dire que tous ces acquis qui vont grosso modo de Hippocrate, c'est-à-dire 500 avant Jésus-Christ, jusqu'au XVIIe siècle, l'invention du microscope, on a repris ces petits éléments qui vont être vraiment développés à partir du XVIIIe siècle pour donner donc d'abord des techniques médicales hyper performantes, comme on le verra, mais aussi une philosophie basée non plus sur l'organe ou sur les tissus, mais sur les cellules qui constituent ces tissus.